Introduction au projet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'aborde une implémentation logicielle, depuis les premières discussions avec le client jusqu'au démarrage du nouveau système. Pour moi, une implémentation réussie ne consiste pas simplement à installer un logiciel, à configurer quelques paramètres et à former les utilisateurs. Une implémentation est avant tout un projet de transformation. L'objectif est de comprendre comment l'entreprise fonctionne aujourd'hui, de déterminer ce qui doit être amélioré et de construire une solution qui répond réellement aux besoins de l'entreprise. Au début d'un projet, je prends toujours le temps de comprendre le contexte général. Je veux savoir pourquoi l'entreprise a décidé de changer de système. Est-ce que l'ancien système ne répond plus aux besoins? Est-ce que l'entreprise a grandi? Est-ce qu'elle souhaite automatiser certains processus? Est-ce qu'elle veut améliorer la qualité des données? Ou peut-être qu'elle souhaite simplement avoir une meilleure visibilité sur ses opérations? Ces questions sont importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre les objectifs du projet. Je ne commence donc pas par parler de fonctionnalité. Je commence par parler de l'entreprise. Je veux comprendre son activité, ses produits, ses clients, ses fournisseurs, ses employés et surtout ses processus. Je demande également aux clients quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Je veux connaître les problèmes qui ont le plus d'impact sur les opérations quotidiennes. Par exemple, une entreprise peut avoir des problèmes avec la gestion des commandes. Une autre peut avoir des difficultés avec les achats ou avec la gestion des stocks. Une autre peut avoir besoin d'améliorer son processus financier. Chaque entreprise est différente. Même deux entreprises qui travaillent dans le même secteur peuvent avoir des processus très différents. C'est pourquoi je préfère toujours comprendre le processus réel avant de proposer une solution. 2. Comprendre l'entreprise. Pendant la première phase du projet, mon objectif principal est d'écouter. Je pose des questions, mais je laisse également le client expliquer son fonctionnement avec ses propres mots. Je peux commencer par une question très simple. Pouvez-vous m'expliquer comment votre entreprise fonctionne aujourd'hui? Cette question semble très générale, mais elle permet souvent de commencer une conversation très intéressante. Le client peut commencer par expliquer son activité commerciale. Ensuite, il peut parler des ventes, des achats, des stocks, de la production, de la finance ou de la logistique. À partir de ces réponses, je peux identifier les domaines que nous devons analyser plus en détail. Je demande ensuite: quelles sont les principales étapes de votre processus? Je veux comprendre ce qui se passe depuis le début jusqu'à la fin. Par exemple, dans un processus de vente, je peux demander comment l'entreprise reçoit une demande d'un client, comment elle prépare une offre, comment elle reçoit la commande, comment elle vérifie la disponibilité des produits, comment elle prépare la livraison et finalement comment elle facture le client. Je ne veux pas seulement connaître les documents utilisés. Je veux comprendre les décisions qui sont prises entre chaque étape. C'est souvent là que nous découvrons les véritables besoins. Un document peut sembler simple, mais derrière ce document, il peut y avoir plusieurs règles de gestion. Par exemple, certaines commandes peuvent nécessiter une approbation avant d'être traitées. D'autres commandes peuvent être bloquées si le client dépasse une certaine limite de crédit. Certains produits peuvent nécessiter une livraison spéciale. Certains clients peuvent avoir des conditions commerciales particulières. Toutes ces règles doivent être comprises avant de configurer la solution. 3. Observer le processus réel. Après avoir discuté du processus, je demande généralement au client de me montrer un exemple réel. Je peux dire: est-ce que vous pouvez me montrer comment vous traitez une commande aujourd'hui? Cette étape est très importante. Il y a souvent une différence entre le processus décrit pendant une réunion et le processus réellement utilisé par les employés. Une personne peut me dire que le processus comporte 5 étapes. Mais lorsqu'elle me montre son travail, je peux découvrir 10 étapes différentes. Je peux également découvrir qu'elle utilise plusieurs fichiers Excel, des courriels, des documents papier ou d'autres applications. C'est pourquoi l'observation est essentielle. Je demande à l'utilisateur de travailler comme il le fait normalement. Je ne veux pas qu'il me montre un processus idéal. Je veux voir le processus réel. Je peux lui demander: montrez-moi ce que vous faites lorsque vous recevez une nouvelle commande. Puis je l'observe. Je regarde quelles informations sont saisies. Je regarde où les informations sont enregistrées. Je regarde quelles décisions sont prises. Je regarde également quelles informations doivent être recherchées dans d'autres systèmes. Pendant cette démonstration, je prends des notes. Je note les étapes du processus. Je note les problèmes. Je note les questions. Et surtout, je note les informations qui semblent importantes pour la future solution. 4. Poser les bonnes questions.
Une des compétences les plus importantes pendant une implémentation est de savoir poser les bonnes questions. Il ne suffit pas de poser beaucoup de questions. Il faut poser les questions qui permettent de comprendre le besoin. Par exemple, si un utilisateur me dit « Nous avons besoin d'une approbation », je ne vais pas immédiatement commencer à configurer une approbation. Je vais poser plusieurs questions. Je peux demander « Pourquoi avez-vous besoin de cette approbation ? Qui doit approuver ? Dans quelle situation l'approbation est-elle nécessaire ? Est-ce que toutes les transactions doivent être approuvées ? Existe-t-il un montant minimum ? Que se passe-t-il lorsque la personne responsable n'est pas disponible ? Que se passe-t-il si la demande est refusée ? Ces questions permettent de transformer une demande générale en besoin fonctionnel précis. C'est une partie très importante de mon travail. Je dois comprendre non seulement ce que le client demande, mais aussi pourquoi il le demande. Le « pourquoi » est souvent plus important que le « quoi ». Si je comprends le problème réel, je peux parfois proposer une solution différente de celle imaginée initialement par le client. 5. Identifier les problèmes. Pendant les réunions de découverte, je cherche également à identifier les problèmes actuels. Je peux demander « Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui ?» Cette question permet souvent d'identifier des tâches manuelles. Je peux également demander « Quelles informations devez-vous saisir plusieurs fois ? Quel processus nécessite beaucoup de vérification ? Où avez-vous le plus d'erreurs ? Quelles informations sont difficiles à obtenir ? Quel rapport préparez-vous manuellement ? Quelles tâches dépendent d'une seule personne ? Ces questions sont importantes parce qu'un bon projet ne doit pas simplement reproduire les problèmes de l'ancien système dans le nouveau système. Si une tâche est manuelle aujourd'hui et qu'elle peut être automatisée, nous devons l'identifier. Si une information est saisie plusieurs fois, nous devons comprendre pourquoi. Si un rapport nécessite plusieurs heures de préparation chaque semaine, nous devons déterminer si le nouveau système peut réduire ce travail. L'objectif n'est pas de reproduire exactement l'ancien environnement. L'objectif est de construire un environnement plus efficace. 6. Comprendre les utilisateurs. Je veux également comprendre qui utilise le système. Je demande au client. Quels sont les différents types d'utilisateurs ? Un système peut être utilisé par les commerciaux, les acheteurs, les employés de l'entrepôt, les responsables de production, les comptables, les managers et les dirigeants. Chaque groupe peut avoir des besoins différents. Un commercial peut avoir besoin de voir les commandes et les informations clients. Un employé de l'entrepôt peut avoir besoin de gérer les réceptions, les transferts et les expéditions. Un comptable peut avoir besoin d'informations financières détaillées. Un directeur peut avoir besoin de rapports et d'indicateurs de performance. Je dois donc comprendre les responsabilités de chaque utilisateur. Je dois également comprendre qui est responsable de chaque étape du processus. Cela m'aide plus tard à définir les autorisations et les rôles. Mais cela m'aide surtout à comprendre le processus. 7. Définir les besoins. Après plusieurs sessions de découverte, je commence à organiser les informations recueillies. Je sépare les besoins par domaine. Par exemple, je peux avoir un domaine pour les ventes, un autre pour les achats, un autre pour les stocks, un autre pour la finance et un autre pour les rapports. Pour chaque besoin, je veux comprendre plusieurs éléments. Je veux savoir ce que l'utilisateur doit faire. Je veux savoir pourquoi il doit le faire. Je veux savoir quelles données sont nécessaires. Je veux savoir quelles règles doivent être appliquées. Je veux savoir quel résultat est attendu. Je veux également savoir comment nous allons vérifier que le besoin est correctement couvert. Cette dernière question est très importante. Un besoin doit être suffisamment clair pour pouvoir être testé. Si nous ne pouvons pas expliquer comment vérifier le résultat, le besoin est probablement trop vague. 8. Faire la différence entre un besoin et une préférence. Pendant une implémentation, il est également important de faire la différence entre un besoin réel et une préférence personnelle. Un utilisateur peut dire « Je veux que ce champ soit ici ». Mais la question suivante doit être « Pourquoi avez-vous besoin de cette information à cet endroit ?» Il est possible que l'utilisateur ait toujours travaillé de cette manière et qu'il pense que c'est la seule solution. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je dois donc comprendre le besoin derrière la demande. Par exemple, l'utilisateur peut demander un champ supplémentaire parce qu'il utilise cette information pour prendre une décision. Dans ce cas, l'information est probablement importante. Mais peut-être que le champ est seulement utilisé parce que l'ancien système fonctionnait ainsi. Dans ce cas, nous devons nous demander si cette information est réellement nécessaire.
Cette distinction permet d'éviter de rendre le nouveau système inutilement complexe. 9. Présenter une solution. Une fois que nous comprenons suffisamment bien les besoins, nous pouvons commencer à discuter de la solution. À ce moment-là, je peux expliquer au client comment le système peut répondre à ses besoins. Je ne veux pas simplement montrer des écrans. Je veux expliquer comment la solution répond au processus métier. Je peux dire: voici comment nous pouvons gérer cette étape. Puis j'explique le processus. Je montre quelles informations sont saisies. Je montre quelles règles sont appliquées. Je montre comment l'information est enregistrée. Et je montre comment cette information peut être utilisée dans les étapes suivantes. Je veux que le client comprenne le processus complet. Une démonstration efficace ne consiste pas à montrer 20 écrans différents. Elle consiste à montrer comment le système aide l'utilisateur à accomplir son travail. 10. Gérer les écarts. Pendant une implémentation, nous découvrons presque toujours des différences entre les besoins du client et les fonctions disponibles dans la solution standard. Je considère ces différences comme des écarts. Lorsqu'un écart est identifié, je ne propose pas immédiatement une personnalisation. Je commence par comprendre le besoin. Je demande: pourquoi cette fonction est-elle nécessaire? Puis j'analyse les différentes possibilités. Peut-être que la fonction existe déjà, mais qu'elle doit être configurée. Peut-être qu'une autre fonction peut répondre aux mêmes besoins. Peut-être que le processus du client peut être légèrement modifié. Et seulement si aucune solution standard ne répond aux besoins, nous pouvons considérer une extension ou une personnalisation. Cette approche est importante parce que chaque personnalisation ajoute de la complexité. Elle peut également augmenter les coûts de maintenance. Je préfère donc toujours chercher une solution simple avant de proposer une solution complexe. 11. Comprendre les données. Les données sont un autre élément essentiel du projet. Je dois comprendre quelles données existent aujourd'hui et quelles données doivent être transférées vers le nouveau système. Je peux demander: quelles sont les données que vous souhaitez conserver? Il peut s'agir des clients, des fournisseurs, des produits, des prix, des stocks, des historiques de transactions ou d'autres informations. Mais nous devons également décider quelles données ne doivent pas être transférées. Une migration est une bonne occasion de nettoyer les données. Par exemple, une entreprise peut avoir plusieurs clients en double. Elle peut avoir des produits qui ne sont plus utilisés. Elle peut avoir des adresses incorrectes. Elle peut également avoir des informations anciennes qui ne sont plus nécessaires. Je préfère donc commencer la migration par une analyse des données. Nous devons savoir ce que nous avons avant de décider ce que nous allons transférer. 12. Nettoyer les données. Le nettoyage des données peut prendre beaucoup de temps. Mais il est essentiel. Si les données sont incorrectes avant la migration, elles seront probablement incorrectes après la migration. Le nouveau système ne va pas automatiquement corriger toutes les mauvaises données. Je travaille donc avec le client pour définir des règles de qualité. Par exemple, nous pouvons décider qu'un client doit avoir un nom unique. Nous pouvons vérifier les adresses. Nous pouvons vérifier les numéros de téléphone. Nous pouvons vérifier les conditions de paiement. Nous pouvons vérifier les informations fiscales. Pour les produits, nous pouvons vérifier les descriptions, les unités de mesure, les groupes de produits et les informations de stock. Cette étape demande souvent beaucoup de collaboration entre l'équipe du projet et les utilisateurs. 13. Les intégrations. Aujourd'hui, les entreprises utilisent rarement une seule application. Il peut y avoir une plateforme de commerce électronique, un système d'expédition, une banque, une solution de gestion des salaires, une plateforme de commerce en ligne ou d'autres applications spécialisées. Je dois donc comprendre les intégrations nécessaires. Je demande: quelles applications doivent échanger des informations avec le nouveau système? Ensuite, je cherche à comprendre quelles informations doivent être transférées. Par exemple, une application peut envoyer des commandes. Une autre peut recevoir des informations sur les produits. Une autre peut recevoir des informations sur les clients. Il faut également déterminer la fréquence des échanges. Les données doivent-elles être transférées immédiatement? Toutes les heures? Une fois par jour? Ou seulement lorsque l'utilisateur lance une opération? Ces décisions doivent être prises pendant la conception de la solution. 14. Les rapports. Les rapports sont souvent un sujet important pendant les réunions de découverte. Je demande aux clients: quels rapports utilisez-vous aujourd'hui? Je demande également: quels rapports préparez-vous manuellement? C'est une question importante parce qu'un rapport manuel peut représenter beaucoup de travail. Je veux comprendre quelles décisions sont prises à partir de ces rapports.
Je ne veux pas seulement reproduire un rapport existant. Je veux comprendre pourquoi il est utilisé. Par exemple, un directeur peut utiliser un rapport pour suivre les ventes. Un responsable des stocks peut l'utiliser pour identifier les produits qui doivent être réapprovisionnés. Un responsable financier peut l'utiliser pour analyser les dépenses. En comprenant l'objectif du rapport, nous pouvons déterminer quelles informations sont réellement nécessaires. 15. Les autorisations. La sécurité doit également être définie pendant le projet. Tous les utilisateurs ne doivent pas nécessairement avoir accès aux mêmes informations. Je commence par comprendre les responsabilités. Ensuite, je définis les actions que chaque groupe d'utilisateurs doit pouvoir effectuer. Par exemple, certains utilisateurs peuvent créer des documents. D'autres peuvent les modifier. D'autres peuvent seulement les consulter. Certains utilisateurs peuvent approuver des transactions. Les responsables peuvent avoir accès à des rapports plus détaillés. La sécurité doit être suffisamment stricte pour protéger les données, mais suffisamment simple pour permettre aux utilisateurs de faire leur travail. 16. Les workflows. Les workflows permettent de contrôler certaines étapes du processus. Par exemple, une commande dépassant un certain montant peut nécessiter une approbation. Une demande d'achat peut nécessiter l'autorisation d'un responsable. Une modification importante des données peut également nécessiter une validation. Lorsque je conçois un workflow, je dois comprendre les règles. Qui commence le processus? Qui reçoit la demande? Qui prend la décision? Que se passe-t-il si la demande est approuvée? Que se passe-t-il si elle est refusée? Que se passe-t-il si la personne responsable est absente? Ces questions doivent être définies avant la configuration. 17. La conception de la solution. Après les réunions de découverte, nous arrivons à la phase de conception. À ce stade, nous devons transformer les besoins en processus concrets. Je travaille avec le client pour définir comment chaque processus doit fonctionner dans le nouveau système. Nous devons être précis. Pour chaque processus, nous devons comprendre les entrées, les étapes, les décisions et les résultats. Je veux également identifier les responsabilités. Qui fait quoi? À quel moment? Avec quelles informations? Et avec quels résultats? Cette documentation devient une référence importante pour le projet. 18. Valider la conception. Une fois la conception préparée, je la présente au client. Je ne veux pas attendre la fin du projet pour découvrir que nous avons mal compris un besoin. Je préfère valider progressivement. Je présente donc le processus et je demande au client de confirmer. Je peux dire: voici comment nous avons compris votre processus. Est-ce que cette description correspond à votre fonctionnement? Puis, voici comment nous proposons de le gérer dans la nouvelle solution. Le client peut alors poser des questions. Il peut également identifier une information qui manque. Cette validation progressive réduit les risques. 19. La configuration. Après validation de la conception, nous pouvons commencer la configuration. La configuration consiste à adapter le système aux besoins définis pendant la phase de conception. Je configure les paramètres. Je définis les règles. Je crée les utilisateurs. Je prépare les autorisations. Je configure les workflows. Je prépare les documents et les rapports nécessaires. Mais pendant cette phase, je garde toujours les besoins du projet comme référence. Je ne veux pas configurer quelque chose simplement parce que cette fonction existe. Chaque configuration doit avoir une raison. 20. Tester progressivement. Une fois la configuration terminée, nous devons tester. Je ne recommande pas d'attendre la fin du projet pour commencer les tests. Les tests doivent commencer progressivement. Je commence par tester les processus principaux. Je crée des scénarios réalistes. Par exemple, je peux tester une nouvelle commande. Je peux ensuite tester la préparation de la livraison. Puis la facturation. Ensuite, je peux vérifier les conséquences financières. Je veux tester le processus complet. Un test isolé peut fonctionner correctement alors que le processus complet présente un problème. 21. Les scénarios de test. Pour chaque processus important, je prépare des scénarios. Un scénario doit expliquer ce que nous voulons tester. Il doit définir les données utilisées. Il doit expliquer les étapes. Et il doit définir le résultat attendu. Par exemple, créer une commande pour un client existant avec un produit disponible. Ensuite, vérifier que la commande peut être traitée correctement. Puis, vérifier que les informations apparaissent correctement dans le document suivant. Enfin,
Vérifier que les résultats financiers et les stocks sont corrects. Cette approche permet de tester le processus de manière structurée. 22. Les tests avec les utilisateurs. Après les tests techniques, les utilisateurs doivent également participer. C'est ce que nous appelons généralement les tests d'acceptation utilisateur. Les utilisateurs doivent effectuer leurs tâches réelles dans le nouveau système. Cette étape est très importante. Une solution peut être techniquement correcte mais difficile à utiliser. Un utilisateur peut découvrir qu'une étape prend trop de temps. Il peut également identifier une information manquante. C'est pourquoi je veux que les utilisateurs testent la solution avant le démarrage officiel. 23. Gérer les problèmes. Pendant les tests, nous allons trouver des problèmes. C'est normal. Un problème découvert pendant les tests est une information utile. Je documente chaque problème. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir quel utilisateur a rencontré le problème. Je veux connaître les données utilisées. Je veux savoir quel résultat était attendu et quel résultat a réellement été obtenu. Ensuite, nous pouvons analyser la cause. Il est important de résoudre la cause et pas seulement le symptôme. 24. Prioriser les problèmes. Tous les problèmes n'ont pas la même importance. Certains problèmes empêchent complètement un processus de fonctionner. D'autres sont importants mais permettent de continuer le travail. D'autres sont simplement des améliorations. Je classe donc les problèmes selon leur impact. Les problèmes critiques doivent être résolus avant le démarrage. Les problèmes moins importants peuvent parfois être traités après le démarrage. Cette priorisation permet à l'équipe de rester concentrée sur les éléments essentiels. 25. La formation. La formation des utilisateurs est une autre étape importante. Je ne veux pas simplement montrer ou cliquer. Je veux expliquer pourquoi le processus fonctionne de cette manière. Les utilisateurs doivent comprendre leur rôle dans le processus. Je commence généralement par expliquer le processus général. Ensuite, je montre les étapes. Puis je laisse les utilisateurs pratiquer. La pratique est essentielle. Une personne peut comprendre une démonstration et avoir des difficultés lorsqu'elle doit effectuer la tâche seule. Je donne donc aux utilisateurs des exercices basés sur des situations réelles. 26. Préparer les utilisateurs au changement. Un changement de système peut être difficile pour les utilisateurs. Certaines personnes peuvent être inquiètes. Elles peuvent avoir peur de perdre leurs habitudes. Elles peuvent penser que l'ancien système était plus simple. Je dois donc expliquer clairement pourquoi l'entreprise change de système. Je dois également expliquer ce qui va changer dans leur travail. Je dois écouter leurs préoccupations. Le but n'est pas de forcer les utilisateurs à accepter le changement. Le but est de les aider à comprendre le changement et à se préparer. 27. Préparer le démarrage. À l'approche du démarrage, nous devons préparer une liste de vérification. Nous devons confirmer que les données sont prêtes. Nous devons confirmer que les utilisateurs sont créés. Nous devons confirmer les autorisations. Nous devons vérifier les intégrations. Nous devons vérifier les rapports. Nous devons confirmer que les tests critiques sont terminés. Nous devons également définir ce qui se passera le jour du démarrage. Qui sera présent? Qui prendra les décisions? Qui aidera les utilisateurs? Qui surveillera les intégrations? Toutes ces questions doivent avoir une réponse. 28. Le plan de démarrage. Le démarrage doit être préparé comme un événement important. Nous devons définir les tâches dans l'ordre. Par exemple, nous pouvons commencer par arrêter certaines opérations dans l'ancien système. Ensuite, nous pouvons effectuer la dernière extraction des données. Puis nous pouvons effectuer la migration finale. Après cela, nous pouvons effectuer les vérifications. Enfin, nous pouvons autoriser les utilisateurs à commencer à travailler dans le nouveau système. Chaque étape doit avoir un responsable. Et chaque étape doit avoir un résultat attendu. 29. Le jour du démarrage. Le jour du démarrage, je veux que l'équipe du projet soit disponible. Les utilisateurs peuvent avoir des questions. Un processus peut se comporter différemment de ce qu'ils imaginaient. Une intégration peut nécessiter une vérification. Il est donc important d'avoir une équipe disponible pour répondre rapidement. Je recommande également de surveiller les premiers processus importants. Je veux vérifier que les transactions sont correctement enregistrées. Je veux vérifier les stocks. Je veux vérifier les informations financières. Je veux également vérifier les interfaces avec les autres systèmes. 30. Après le démarrage. Le projet ne se termine pas le jour du démarrage. Après le démarrage, nous entrons dans une période de stabilisation.
les utilisateurs commencent à travailler avec le nouveau système. Ils découvrent de nouvelles situations. Ils peuvent avoir de nouvelles questions. L'équipe du projet doit donc rester disponible. Pendant cette période, nous pouvons identifier des problèmes qui n'étaient pas visibles pendant les tests. Nous pouvons également identifier des améliorations. Mais je fais attention à ne pas modifier trop de choses immédiatement. Il faut d'abord stabiliser le système. 31. Mesurer les résultats. Après quelques semaines, je veux revenir aux objectifs initiaux. Pourquoi l'entreprise a-t-elle décidé de changer de système? Quels problèmes voulions-nous résoudre? Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Est-ce que les processus sont plus efficaces? Est-ce que les utilisateurs passent moins de temps sur les tâches manuelles? Est-ce que les données sont plus fiables? Est-ce que les managers ont une meilleure visibilité? Ces questions permettent de mesurer la valeur réelle du projet. Une implémentation ne doit pas être considérée comme réussie simplement parce que le système fonctionne. Elle doit être considérée comme réussie lorsque l'entreprise obtient les résultats attendus. 32. Les améliorations continuent. Après le démarrage, il y aura toujours des possibilités d'amélioration. L'entreprise peut changer. De nouveaux utilisateurs peuvent arriver. De nouveaux produits peuvent être ajoutés. Les processus peuvent évoluer. Les besoins des clients peuvent changer. Le système doit donc évoluer avec l'entreprise. Je recommande de maintenir une liste d'améliorations. Pour chaque amélioration, nous pouvons analyser sa valeur, son coût et sa priorité. Cela permet d'éviter de modifier le système sans plan. 33. Les erreurs à éviter. Il existe plusieurs erreurs que j'essaie d'éviter pendant une implémentation. La première est de commencer la configuration trop tôt. Si nous ne comprenons pas le besoin, nous risquons de configurer la mauvaise solution. La deuxième erreur est de supposer que nous connaissons déjà le processus. Même si nous avons travaillé avec plusieurs entreprises du même secteur, chaque entreprise possède ses propres règles. La troisième erreur est de personnaliser trop rapidement. Il faut toujours chercher une solution standard avant d'ajouter de la complexité. La quatrième erreur est de ne pas impliquer les utilisateurs. Les utilisateurs sont ceux qui connaissent le travail quotidien. Leur expérience est essentielle. 34. La communication. La communication est également essentielle. Pendant un projet, je veux que les attentes soient claires. Je veux que le client sache ce qui est terminé. Je veux qu'il sache ce qui est en cours. Je veux également qu'il sache quels problèmes existent et quelles décisions doivent encore être prises. Je préfère communiquer régulièrement plutôt que d'attendre qu'un problème devienne important. Une bonne communication permet de créer de la confiance. Elle permet également de prendre les bonnes décisions plus rapidement. 35. Gérer les attentes. Une autre responsabilité importante est de gérer les attentes. Le client peut parfois penser qu'une fonction sera très simple à mettre en place. Mais après analyse, nous pouvons découvrir que cette fonction nécessite beaucoup de travail. Dans ce cas, je dois expliquer clairement la situation. Je peux présenter les options. Je peux expliquer les avantages et les inconvénients. Je peux expliquer les coûts et les risques. Puis nous pouvons prendre une décision ensemble. Mon rôle n'est pas simplement de dire oui. Mon rôle est de proposer la meilleure solution pour le projet. 36. Prendre des décisions. Pendant une implémentation, il faut prendre beaucoup de décisions. Certaines sont techniques. D'autres sont fonctionnelles. Certaines concernent les processus. D'autres concernent les données. Pour chaque décision importante, je veux comprendre son impact. Une petite décision peut parfois avoir des conséquences sur plusieurs processus. C'est pourquoi je préfère analyser avant de décider. Je peux demander. Si nous choisissons cette option, quel sera l'impact sur les autres départements? Cette question permet d'éviter les décisions isolées. 37. Travailler avec différentes équipes. Une implémentation implique généralement plusieurs équipes. Le service commercial peut avoir ses propres priorités. Le service des achats peut avoir d'autres besoins. L'entrepôt peut avoir des contraintes différentes. La finance peut avoir ses propres exigences. Mon rôle est de comprendre tous ces besoins et de construire une solution cohérente. Je dois également identifier les dépendances entre les équipes. Par exemple, une information saisie par le service commercial peut être utilisée plus tard par la finance. Une décision prise par les achats peut avoir un impact sur les stocks. Les processus sont donc connectés. 38. Pensez au processus complet. C'est pour cette raison que j'essaie toujours de regarder le processus complet. Je ne veux pas optimiser une seule étape si cela crée un problème ailleurs. Par exemple,
nous pouvons rendre la saisie d'une commande très rapide. Mais si cette nouvelle méthode crée des problèmes pour la livraison ou la facturation, nous n'avons pas réellement amélioré le processus. Nous devons donc regarder le début, le milieu et la fin. Une bonne solution doit fonctionner pour l'ensemble de l'entreprise. 39. La documentation. La documentation est une partie importante du projet. Je documente les décisions importantes. Je documente les processus. Je documente les besoins. Je documente les configurations principales. Je documente également les exceptions. Une bonne documentation permet à l'équipe de comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises. Elle est également utile lorsque de nouveaux utilisateurs arrivent dans l'entreprise. La documentation ne doit pas être compliquée. Elle doit être claire, pratique et facile à utiliser. 40. La responsabilité du consultant. Pour moi, le rôle d'un consultant ne consiste pas uniquement à connaître le logiciel. Il faut également comprendre les processus d'entreprise. Il faut savoir écouter. Il faut savoir poser des questions. Il faut savoir expliquer des concepts complexes avec des mots simples. Il faut également savoir travailler avec des personnes qui ont des expériences différentes. Un bon consultant doit être capable de passer d'une discussion technique à une discussion métier. Il doit comprendre les deux côtés. 41. Comprendre le besoin derrière la demande. Je reviens souvent à une idée importante. Ne pas seulement écouter la demande. Comprendre le besoin. Si un client demande une fonctionnalité particulière, je veux savoir pourquoi. Si un utilisateur demande un nouveau rapport, je veux savoir quelle décision il souhaite prendre avec ce rapport. Si un manager demande une approbation, je veux comprendre le risque qu'il souhaite contrôler. Si un employé demande une automatisation, je veux comprendre quelle tâche prend trop de temps. Cette approche permet souvent de trouver une meilleure solution. 42. Une bonne implémentation. Une bonne implémentation commence donc par l'écoute. Elle continue avec la compréhension. Ensuite, nous définissons les besoins. Puis nous concevons la solution. Nous configurons. Nous testons. Nous formons. Nous préparons le démarrage. Et finalement, nous accompagnons l'entreprise après le démarrage. Chaque étape est importante. Mais aucune étape ne peut remplacer une bonne compréhension des besoins. 43. Ma méthode de travail. Si je devais résumer ma méthode de travail en quelques étapes, je commencerai par comprendre. Ensuite, je documente. Puis je valide. Après cela, je conçois. Ensuite, je configure. Puis je teste. Après les tests, je forme les utilisateurs. Enfin, je prépare le démarrage et j'accompagne l'entreprise pendant la stabilisation. Cette méthode permet de réduire les risques. Elle permet également aux clients de participer aux décisions. Et surtout, elle permet de construire une solution basée sur les besoins réels de l'entreprise. 44. Une dernière réflexion. Une implémentation logicielle est rarement parfaite dès le premier jour. Il y aura des questions. Il y aura des changements. Il y aura parfois des problèmes. L'objectif n'est donc pas de prétendre que tout sera parfait. L'objectif est de préparer suffisamment bien le projet pour pouvoir gérer ces situations. Je veux que le client sache pourquoi nous avons pris certaines décisions. Je veux que les utilisateurs comprennent leur nouveau processus. Je veux que les données soient fiables. Je veux que les tests soient complets. Et je veux que l'équipe soit prête pour le démarrage. 45. Conclusion. Pour conclure, une implémentation réussie commence bien avant la première configuration. Elle commence avec une conversation. Elle commence avec des questions. Elle commence avec l'écoute du client. Avant de proposer une solution, nous devons comprendre le problème. Avant de configurer, nous devons comprendre le processus. Avant de développer, nous devons comprendre le besoin. Avant de démarrer, nous devons tester. Et avant de considérer le projet comme terminé, nous devons vérifier que l'entreprise obtient réellement les résultats attendus. C'est cette approche qui permet de construire une solution utile, durable et adaptée à l'entreprise. Pour moi, le rôle du consultant est donc de faire le lien entre le besoin métier et la solution technologique. Il faut comprendre le langage du client. Il faut comprendre le langage du système. Et surtout, il faut être capable de transformer les besoins de l'entreprise en processus simples, clairs et efficaces. Une bonne implémentation ne consiste pas simplement à mettre un logiciel en place. Elle consiste à aider une entreprise à mieux travailler. Et lorsque les utilisateurs comprennent le nouveau processus, lorsque les données sont fiables, lorsque les tâches sont plus simples et lorsque les responsables disposent des bonnes informations pour prendre leurs décisions,
nous pouvons réellement dire que le projet a atteint son objectif.